Bonjour à toutes et tous. Nous allons passer en effet à l'écoute collective de deux podcasts créés par deux personnes adoptées, Sunshine Courrier et Moula Causé, Marianne. Voilà, vos parcours singuliers, vos créations sonores nous offrent ici des perspectives sensibles et engagées sur ces questions de l'adoption transraciale, transnationale. Donc on va commencer par le podcast de Moula Causé, Ubundahe Hanwa, Résilience. On va écouter un extrait du 3e épisode intitulé Bunti, où tu parles avec ton ami Gabriel de son adoption. Ensuite, on écoutera le podcast de Sunshine Courrier. Vous avez eu tous les visages. C'est un extrait d'une archive intime ou intimiste sur la recherche de tes origines, où s'entrecroisent plusieurs voix, donc la tienne, celle de ta mère adoptive et celle d'autres personnes adoptées notamment. Voilà, donc, déjà merci pour ces deux œuvres que vous nous offrez aujourd'hui. Et c'est par vraiment le prisme de cette création que nous construisons, en tout cas collectivement, que nous construisons en tant que sujet politique, nous, personnes adoptées. Je dis nous parce que moi aussi, je suis une personne adoptée. Je m'appelle Chloé Tranfou. On peut utiliser le pronom elle et l'accord féminin. Mon pays d'origine, c'est le Vietnam. Et je suis ici en tant que militante au sein de la collective Barbaria. Donc Barbaria, c'est une collective féministe liégeoise, antiraciste et décoloniale. Voilà, donc j'ai la chance d'être là pour animer cette écoute avec vous. Sunshine Moula Causé, je vous laisse vous présenter personnellement. Je m'appelle Sunshine Courrier, mon pronom c'est elle et je suis journaliste et documentariste radio. Et je suis la réalisatrice de Vous avez vu tous les visages qu'on va écouter après. Alors, Marianne Moula Causé, mes pronoms sont elle, accord féminin. Et je suis la créatrice monteuse du podcast Ubundahe Hanwa, Résilience en Kinyarwanda. Le choix de faire en deux langues le titre du podcast, c'était aussi pour marquer en fait le fait que l'histoire du génocide et la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, c'est dans le continuum colonial. Et donc, ce n'est pas arrivé par hasard, ce génocide, c'est une création de la haine de l'autre et une division d'une société qui est née, en fait, de la lecture racialiste, en fait, de la communauté rwandaise. Et donc, le mettre en Kinyarwanda et en français, c'est faire le pont, en fait, entre les deux pays, parce que ce qui s'est passé en 94, c'est lié, en fait, à ces deux pays. Merci pour cette précision. Et tu incarnes toi aussi le pont dans le titre, même Bunti. Je ne sais pas si tu veux expliquer ce titre. Ah oui. Oui, le fait d'avoir rappelé le 3e épisode Bunti, c'est parce que c'est ça dépend, il y en a qui le prennent comme une insulte, c'est un mot qu'on désigne souvent, en fait, les personnes adoptées noires ou métisses afrodescendantes parce qu'elles seraient noires à l'extérieur ou très basanées à l'extérieur et blanches à l'intérieur, parce que par essence, comme elles ont été déracinées de leur pays d'origine et qu'elles ont évolué souvent dans un milieu occidental, majoritairement blanc, du coup elles sont déconnectées de leur côté afrodescendant et donc elles se comporteraient un peu trop dans une blanchité. Voilà. Ça va, il y en a qui rigolent, donc on se comprend. Et donc c'était pour faire ce parallèle. Comme on parle d'adoption pour le 3e épisode, je trouvais que c'était un titre assez représentatif. Voilà, et donc dans cet épisode, on va t'entendre parler, alimenter une discussion avec Gabriel, qui est une personne qui t'est chère. Oui, Gabriel, c'est une personne un peu hybride, parce qu'on était ensemble à l'orphelinat. Il se trouve que mon père adoptif est son parrain, et donc on a toujours gravité dans la vie de l'un et de l'autre. Et c'est une sorte de frère, de meilleur ami, de cousin. Voilà, c'est Gabriel, quoi. Je me suis dit que j'avais envie de l'inviter, vu que c'est les 30 ans de commémoration, que c'est les 30 ans de notre arrivée à Zaventem et de notre vie en tant que personne adoptée. Du coup, je trouvais que ça faisait tellement sens qu'il soit dans un des épisodes du podcast. C'est super, on va écouter ça alors.
bonne écoute. Et donc on se retrouve après pour un échange à nous trois et puis ensuite on ouvrira le micro au public pour les questions. Alors, bienvenue sur le podcast Ubuntu Hekama, Résilience en Kinyarwanda. Je vous le rappelle, c'est un podcast qui a pour but en fait d'humaniser les personnes marquées de très près ou d'un peu plus loin par les 100 jours de l'aurore en avril 1994. Puisque nous sommes dans le cadre des 30 ans de commémoration, il me semblait, quand je dis c'est Moula Causé, parce que je parle de ma place, important de donner à voir, à entendre et à percevoir ces vécus de personnes qui étaient soit là ou soit qui ont en héritage cette histoire. Comme par exemple pour le premier épisode, ma mère adoptive qui n'était pas là sur place mais qui avait énormément de familles qui ont été assassinées durant le génocide. Et donc aujourd'hui, cet épisode se nomme Bunti. Bunti parce qu'on parle d'adoption de personnes qui sont rwandaises d'origine et qui ont été adoptées en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants et adolescents qui, par la suite, en fait, ont été, durant le génocide ou durant la guerre civile, ont été adoptés par des parents adoptants belges. J'avais envie de donner cette parole et ce micro à ces personnes qui ont dans leur chair ou dans leurs origines cette histoire, mais qui en ont été déracinées. Et donc, qu'est-ce qui reste 30 ans après de ces héritages? Et aujourd'hui, je vous invite à écouter Gabrielle. Gabrielle, on se connaît puisque nous étions dans le même orphelinat. Et nous avons aussi eu la chance, je ne sais pas si pour nous c'est de la chance, de grandir ensemble aussi, puisque mon père adoptif était son parrain. Et donc on a tout le temps été gravité dans nos vies autour de la vie de l'un comme de l'autre. Et donc on a régulièrement aussi des conversations sur l'impact en fait de nos origines et de notre adoption dans nos parcours identitaires, dans notre progression dans nos vies et dans ce qui nous rattache aussi à nos origines. Et donc je voulais que sa parole soit publique et qu'on entende aussi comment son adoption traverse son process d'homme d'une trentaine d'années. Je voudrais savoir comment tu te présentes, pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Gabriel, j'ai 37 ans, je suis originaire du Rwanda et ça fait 30 ans que j'ai été adopté. Alors, ma vie au Rwanda, donc je vivais au Rwanda avec ma maman, l'une de mes deux sœurs, qui était plus âgée que moi, donc chez mes grands-parents maternels. Mon oncle habitait à proximité et il y avait des enfants d'un âge proche du mien. Ma vie était rythmée par la scolarité à raison d'une demi-journée. Et alors avec mes cousins, on aidait nos familles dans les tâches telles que d'aller chercher de l'eau, ramasser du bois dans la forêt pour pouvoir cuisiner, se chauffer. Mes grands-parents avaient des vaches et des chèvres et donc on était chargés de les emmener faire paître et on participait aux récoltes agricoles. Et puis, un jour, on se réveillait sous le son des mitrailleuses et des bombes et nous avons dû quitter notre village. Nos déplacements, ils étaient vraiment très très compliqués puisqu'ici on devait porter des choses qui étaient dispensables à emporter et on marchait pieds nus. C'était sous la chaleur. Durant le déplacement pour aller vers les camps de réfugiés, on a perdu notre grand-père qui était relativement âgé. Une fois arrivé au camp de réfugiés, là on a rencontré des conditions vraiment qui étaient très 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 difficiles puisque nous vivions sous des tentes, on recevait des colis alimentaires de la part de la Croix-Rouge et plus les jours passaient, plus il y avait de plus en plus de réfugiés et donc la nourriture se faisait vraiment de plus en plus rare. Je vais un peu te couper, mais est-ce que tu peux resituer en termes d'années quand c'était cette période-là? Avec quel âge? Là, je devais avoir 7-8 ans. Donc ici, nous sommes en 1993. Donc, j'expliquais qu'une fois arrivé dans les camps de réfugiés, les conditions de vie étaient vraiment très, 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 très difficiles. Donc, nous vivions sous tente. La nourriture se faisait vraiment très, très, très rare. Ma maman est tombée malade et malheureusement, elle est décédée. Ma grand-mère était fort âgée et des responsables du camp de réfugiés sont venus la trouver pour lui annoncer qu'il était possible de m'offrir un pied
cadre plus sécurisé, en dehors du camp de réfugiés, et que j'aurais un meilleur avenir. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'orphelinat, là où j'ai fait ta connaissance, Marianne. Et alors ici, une fois arrivé à l'orphelinat, on m'a trouvé rapidement une famille adoptive d'origine belge. Et pendant l'instruction de mon dossier, j'étais scolarisé. Et on peut dire plutôt que je vivais dans un cadre de vie qui était plutôt apaisé. Et malheureusement, le 7 avril 1994, il y a le génocide qui a commencé. Et là, il y a la responsable de l'orphelinat qu'on surnommait Mama Philo, une dame qu'on appréciait vraiment énormément, donc qui était de l'ethnie Tutsi. Elle a dû quitter le home pour aller se cacher puisqu'elle était visée par le génocide. Et dans la foulée, on a été confinés dans le bâtiment jusqu'à l'arrivée des paracommandants belges qui sont arrivés le 13 avril 1994. Cette période, durant la pandémie de la Covid-19, ça m'a un petit peu rappelé cette période que nous avions traversée au Rwanda en tout cas. Ce sentiment vraiment d'être coincé et de subir les événements finalement, de se sentir vraiment impuissant. Si je reprends la pandémie du Covid, c'est quelque chose personnellement que j'ai vécu vraiment très très mal. Je vais dire, même si j'en ai pas parlé ouvertement autour de moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très très mal. Et du coup, comment ça se fait que tu es arrivé en Belgique? Dans quel contexte tu as pu être évacué? Et comment aussi tu t'es senti à ton arrivée en Belgique avec tout ce bagage que tu nous as déjà partagé? Ici, l'évacuation de l'orphelinat s'est fait vraiment très 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 rapidement. Donc ici, on a vu l'arrivée d'un dispositif militaire qui était vraiment super impressionnant. Donc avec l'arrivée des paracommandants belges à bord de jeep, qui étaient lourdement armés avec des mitrailleuses qui pointaient dans toutes les directions. Et donc ici, on citait le prénom d'un enfant, et cet enfant allait s'installer dans les véhicules. Et donc ici, on a longuement roulé sur la route. Et puis, on a été embarqué à bord d'un avion 630, donc un avion militaire qui fait énormément de bruit, qui nous a emmenés jusqu'à Nairobi, au Kenya. Et puis de là, on a embarqué à bord d'un avion de la SADENA. Donc là, j'étais certainement épuisé à mon avis, parce qu'après, je me rappelle plus trop. Donc dans l'avion, j'ai dû certainement m'écrouler de fatigue. Et surtout, tout ce qui s'est passé en si peu de temps, quoi, je veux dire. C'est assez impressionnant. De voir débarquer des personnes armées, on était petits, quoi. Oui. C'était méga impressionnant, et là aussi, il y avait quand même une certaine crainte, étant donné qu'on ne savait pas du tout où on allait être embarqué. Oui, c'est vrai, on suivait. Voilà, on suivait. On subissait les événements en quelque sorte aussi. Et donc, arrivé à Bruxelles, donc là, on était... Voilà, moi, j'étais en tout cas rassuré de voir un visage qui m'était familier, celui de ton papa, donc le responsable de l'orphelinat. Et là, on nous a remis à nos familles. Étaient présentes mon papa, ma maman et ma sœur. Pour vous dire l'importance de cette journée, il y a même la princesse Astrid qui avait fait le déplacement pour venir nous voir. On a la chance d'avoir des photos avec elle. Ça me fait rire parce que ces photos-là, elles ont été encadrées pendant très longtemps. Moi, je les voyais quoi, dans notre maison. Quoi. Alors, c'était tellement le fait marquant, quoi. Parce que l'air de rien, on a quand même réussi à être sauvés de l'horreur. Quoi. Et donc, du coup, c'était vraiment... on les a sauvés. Et moi, à titre perso, il y avait un peu une ambivalence parce qu'à la fois, je me disais, ouais, on a été sauvés, mais je voyais constamment dans mes yeux ce côté de qu'est-ce que je fais? Parce que je comprenais rien. On débarque et tout. Et donc, il y avait aussi une sensation de se dire... en fait, on a immortalisé aussi un peu ma peur, quoi. Un sentiment de... Tu sais pas où tu vas arriver, ce qui t'est arrivé, ce que tu quittes, ce que tu vas avoir. Et il y a une photo qui C'est vrai qu'avoir nos têtes sur les photos qui ont été prises justement dans la salle d'attente, c'est de voir nos visages débarquant dans un milieu qui était parfaitement inconnu. Maintenant on rigole, hein, mais je me... sur le moment même, on ne devait pas rigoler. Ouais, non. Et du coup, ton intégration s'est passée comment? Ici, moi ce qui m'a impressionné en arrivant ici en Belgique, notamment, c'est qu'ici, dans la représentation que j'avais de l'homme blanc, c'est qu'il ne marchait pas sur terre en fait. Il ne marchait pas sur terre, pourquoi? Parce que lorsqu'on était à l'orphelinat,
on nous donnait des catalogues genre 3 Suisses, Ikea à consulter. Et quand on voyait les gens poser, ils ne touchaient jamais le sol, puisque ils étaient chaque fois sur un revêtement de sol. Donc, dans ma représentation mentale, l'homme blanc ne marchait pas sur la terre. La terre, pour moi, représente la cendrée. Donc là, oui, ça a été une très grande déception en arrivant ici. Et alors ici, l'autre chose qui m'a vraiment impressionné et qui n'est pas dans les habitudes des Rwandais, c'est qu'on a l'impression qu'on mange tout le temps. Donc il y a le petit déjeuner, puis il y a le 10h, le midi, le 4h, et puis le souper. Tandis qu'au Rwanda, si on a 2 repas par jour, c'est déjà beaucoup. Et alors là aussi, j'ai éprouvé des difficultés à m'endormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Rwanda, il fait noir très très tôt. Vers 5h30, 6h, le soleil tombe, il fait noir. Tandis que lorsque je suis arrivé au mois d'avril, ici c'est plutôt la journée qui commence plutôt à s'allonger. Et donc ici, quand on me disait d'aller au lit à 19h, je ne comprenais pas pourquoi je devais aller au lit alors qu'il ne faisait pas encore noir. Par rapport à mon intégration, ici j'ai été chaleureusement accueilli en tout cas par ma famille adoptive, par mes frères et sœurs. Et au niveau de la scolarité, mes parents avaient déjà pris contact avec l'école pour leur faire part que de mon arrivée, qui était quand même assez particulière puisque j'étais un enfant qui provenait d'un pays en guerre, qui était noir et adopté, et en plus de ça avec un handicap au niveau des membres supérieurs. Le fait que mes parents m'aient pu présenter au préalable, ça a vraiment facilité mon intégration. Donc ici j'ai été agréablement accueilli par le corps enseignant et mes camarades de classe. Et alors, comme j'étais plutôt bon joueur au foot, tout le monde voulait que j'aille dans son équipe, en tout cas lorsque la récré arrivait. Donc ici, j'ai appris à parler le français en 6 mois, mais à l'inverse, par contre, j'ai totalement oublié le Kinyarwanda. Au niveau de la transmission de l'histoire de mon pays, ici, quand des émissions TV passaient à la TV, je les regardais avec mes parents adoptifs et on en discutait à la fin de l'émission. Au niveau du génocide, c'est un sujet qui était abordé médiatiquement chaque année et qu'on a aussi abordé au niveau du cours de l'histoire. Et alors ici, ma transmission en tout cas envers mes enfants, donc ici il y a toujours les commémorations annuelles. À mon niveau, au niveau de la transmission de l'histoire du Rwanda, il y a les commémorations qui se déroulent chaque année, donc ça permet en tout cas d'avoir un rappel. Ça permet aussi aux personnes de se dire que même si 30 ans après, tu vis en Belgique, tu as été adopté par une famille belge, tu as ce besoin de reconnexion, et par ce besoin de reconnexion, tu te dis aussi et tu te définis comme Rwandais aussi. Oui, en effet. C'est une identité hybride en fait. Oui, c'est vraiment une identité hybride. Ici, oui, je vais dire, je suis noir, j'ai le sang rwandais, mais intérieurement, j'ai été élevé comme un blanc. Donc, d'où que je suis plutôt rwandais, belgo, je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà, c'est rwando-belge, voilà. Et pour la dernière question, c'est pourquoi est-ce toujours pertinent 30 ans après de parler d'avril 94 au Rwanda? Et pour toi, que signifie Ubundae Hanwa résilience? C'est vraiment super important de parler d'avril 94. Les événements qui se sont déroulés là-bas sont vraiment horribles et c'est vraiment super important d'en parler chaque année et de faire de la prévention pour ne plus que ce type d'événement se reproduise. Par rapport à la résilience, me concernant en tout cas, donc la résilience, c'est la capacité d'un individu à rebondir face à un vécu difficile qu'il a rencontré. Me concernant, durant mes premières années de vie, ma famille biologique m'a donné beaucoup d'amour et un cadre sécurisant. Ensuite, j'ai ma famille adoptive qui a pris le relais et qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans l'apport de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Pour m'en citer quelques-uns, en particulier, il y a ma grand-mère, qui malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de revoir, car elle est décédée avant que je ne fasse mon retour au Rwanda. Il y a mon parrain, il y a ma famille adoptive, mes frères et sœurs, et des familles que je peux appeler famille de cœur. Il y a mes camarades de classe, les enseignants, les éducateurs, les assistants sociaux. Enfin, la liste est vraiment très 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 longue, mais surtout, sans oublier la femme avec qui je partage ma vie depuis 16 ans et nos 2 magnifiques enfants.
Et tu oublies de te parler de toi, parce que tu te dis oui, je suis le fruit de toutes ces rencontres, mais la résilience, elle vient aussi d'une part de toi, je veux dire, parce que moi je te connais depuis l'orphelinat, que comme je te dis souvent, je sais pas trop comment te nommer, t'es un frère, t'es un meilleur ami, t'es un cousin, t'es un espèce d'hybridité de tout ça, et je sais dans mes souvenirs que tu as très tôt été un repère, justement à l'orphelinat. Quand moi je suis arrivée, en plus en tant que Congolaise, je n'avais rien à voir avec le Rwanda. Moi je suis vraiment arrivée à l'orphelinat parce que j'ai été amputée et qu'il n'y avait pas la possibilité au niveau santé de me soigner au mieux là où j'étais, au Congo. Et donc mes parents de naissance m'ont confié à l'orphelinat où tu étais déjà. Et moi, du coup, quand je suis arrivée, je me suis tout de suite dit, mais comment je vais faire? Et toi, tu as été cette personne au repère qui a très tôt, qui m'a pris sous son aile. Et je me dis que toi-même aussi, au fond du fond, tu as une forme de résilience et de résistance à toutes les choses qui se sont accumulées et qui ont permis que par la suite, tu parviennes quand même à réaliser des choses. Oui, ici déjà, je vais dire tout petit, donc je vivais au village en compagnie d'énormément d'autres enfants. Je veux dire, ça c'est vraiment la particularité de l'Afrique, puisque je vais dire il n'y a pas de porte fermée. Donc ici, je vais dire que tu peux aller jouer ton voisin. Enfin, tu peux te rendre chez ton voisin quand tu veux, jouer avec finalement tous les enfants du village. Donc pour moi, le fait, je vais dire d'avoir été à ton contact et jouer avec toi, voilà, je vais dire pour moi c'est tout à fait naturel. Et puis ici, les événements font qu'en fait je suis devenu mature assez rapidement, quoi. Je vais dire même à l'heure actuelle, je dis j'ai tellement rencontré des gens, je vais dire, qui m'ont aidé que si à mon tour j'ai la possibilité de le faire, je le fais volontiers. Et quel message, comme conclusion, aimerais-tu passer? Si je prends le cas de ma vie personnelle, la vie m'a appris aujourd'hui en tout cas que tu sais ce que tu as aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que tu auras demain. Donc, il faut profiter de chaque instant. Merci beaucoup en tout cas Gabriel d'avoir participé à ce 3e épisode du podcast Obunari Hanwa Résilience en Kinyarwanda, parce que moi aussi j'essaie de me reconnecter à cette langue que j'ai parlée mais que j'ai perdue. Parce que toi et moi on est des générations, toi déjà parce que dans ta famille adoptive il y avait personne qui parlait Kinyarwanda. Et moi pour ma part il y avait des personnes qui parlaient Kinyarwanda, mais on était à une époque où quand on adoptait l'enfant ou que l'enfant même revenait du pays d'origine, même dans une famille qui s'exile, on avait tendance à dire en fait il faut que l'enfant parle parfaitement français. Et donc il faut éviter un maximum de parler la langue d'origine. Et donc résultat, je ne parle plus Kinyarwanda. C'est pareil pour moi. Et pour revenir sur ta question du début, là, qui était que si c'était une chance ou pas, en tout cas, de t'avoir à proximité, je t'avoue que, je vais dire, toi et ta famille qui habitiez pas loin, vous avez été quand même un fameux repère pour moi. Je veux dire, j'ai eu vraiment cette chance d'avoir quand même des gens, des gens d'origine rwandaise qui habitaient à proximité, chez qui j'allais jouer régulièrement. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc voici l'extrait qui se termine. Vous pourrez écouter l'épisode complet une fois qu'il sera sorti. Voilà, donc je vais poser quelques questions ici à Mulakosé et Senshin. À commencer par ce moment charnière qui est évidemment ici évoqué par Gabriel et qui est souvent évoqué quand on parle d'adoption. C'est le moment de l'arrivée dans le pays récepteur, à Zaventem. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'y joue. C'est souvent l'événement où il y a cette rencontre tant attendue entre les deux identités, les parents adoptants et nous, les personnes adoptées. Cela advient dans une temporalité qui n'est pas perçue de la même manière par nous et par eux.
Voilà, je voulais vous entendre là-dessus, vous exprimer. Oui, il y a une question de temporalité, comme tu dis. On sent bien quand j'insiste, quand j'interviewe Gabrielle, sur le fait que, en fait, nous, ça a été très vite. Et en même temps, on arrive chez des personnes qui nous attendent. Le combo des deux, c'est un peu particulier, parce que nous, on essaie de comprendre. On essaye on passe du Rwanda où on est la majorité à la Belgique où il y a des personnes majoritairement blanches. On se dit qu'est-ce qu'on fait là ? Moi j'ai une phase aussi où je pensais qu'il fallait que je me frotte la peau pour devenir blanche parce que je me disais c'est bizarre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? En face, comme je disais, il y a les parents adoptants, ils nous ont tellement attendus, surtout le contexte puisque nous on revenait du génocide et donc il y avait un côté de on a réussi à les sauver quand même et donc ils nous ont vraiment très vite bourré d'amour. Mais non, mais franchement les premiers jours c'était plein d'amour, mais clairement moi perso dans mes souvenirs ça reste ce truc de pendant 1 semaine et demie j'ai dû atterrir quoi. C'était pas si simple. Et puis en plus tout le monde nous attend, le village. Ah, elle est où tu nous en as parlé ah oui c'est elle, alors, elle est trop mignonne, et donc du coup tu fais comme si t'étais l'objet de foire quoi, et ça part évidemment pas d'un mauvais sentiment, mais on est un peu ce truc de oulala. Il y avait tout ça à gérer, et c'est souvent aussi que quand je lis autour de l'adoption ou quand je parle avec d'autres personnes adoptées, cette dissonance quoi, de nous on arrive, on débarque et pouf comme ça, et le parent en face ou la famille adoptante en face a attendu, et donc du coup c'est une overdose quoi. Ça me fait penser au livre de Joey Bourguin qui s'appelle Mythes et réalités de l'adoption, où elle décortique plusieurs mythes, mais ça me fait penser au mythe de la page blanche. Et ces deux temporalités dont on parle, c'est celui de l'enfant qui, en effet, ne part pas d'une page blanche. Il a vécu quelques mois, parfois quelques semaines, parfois quelques années dans un autre pays. Et pour les parents adoptants qui ont leur vie, leur parcours parfois compliqué, de stérilité, de problèmes de couple éventuellement, pour eux c'est une vie qui commence. Et ces deux réalités, c'est un véritable choc. Et j'ai regardé il y a quelques jours sur Arte un documentaire qui s'appelle Adoption, je pense le scandale planétaire, enfin un titre assez choc, que je vous encourage à voir. Il y a un moment, il y a un homme qui a été appelé Maxime, mais qui vient du Chili. Sa mère lui raconte la première fois qu'ils sont allés le chercher à l'aéroport. Pardon, je copie-colle avec mon histoire. C'est pas du tout ça. Ils sont allés le chercher dans le pays. Zaventem, mais tout le monde n'est pas arrivé à Zaventem. Ils sont allés le chercher au Chili. Et en fait, il raconte que Maxime, qui n'était pas encore Maxime à ce moment-là, on lui a changé ses papiers. Il y a tellement d'émotions qu'ils se disent, mais en fait, ce garçon s'appelle comme ça, mais on va lui changer son prénom. On va mettre un autre prénom, ce sera plus facile. L'adulte qui est en face de ses parents dit, mais et donc vous n'avez pas réagi, vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait un changement de mon nom? Et eux, en fait, on sent une émotion débordante parce qu'en fait, tout ça, c'est passé, c'est occulté par le fait que, non, en fait, c'est juste un détail administratif, et ils l'oublient, et ils sont là, ils racontent, et ils pleurent toujours, l'émotion est encore là. Il y a deux réalités, la réalité d'un gamin qui vraisemblablement a été volé, et la réalité de parents qui en fait vivent un truc dingue. Ils vont devenir parents, quoi. Et c'est ces deux récits de 3 vies qui deviennent complètement dissonants à un moment. Et c'est ça qui est compliqué. On en reviendra certainement plus tard sur le sujet. Comment est-ce qu'on fait après nous, en tant que personnes adoptées, pour à la fois ne pas détruire ce récit de belle famille qui a été recomposée, une famille adoptée, adoptante, et en même temps ne pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons.
Joël Bourguin, justement, dans son livre, parle à la place de parler d'une page blanche, préfère le terme de palimpseste. C'est au Moyen-Âge, ces parchemins pour recycler le papier et lui donner encore une seconde vie, on grattait, on effaçait ce qui était inscrit dessus pour pouvoir après écrire à la place un nouveau texte. Très lié aussi à la métaphore de l'administration, où dans ces papiers-là, en effet, on efface une identité pour en mettre une autre. Pour en revenir aussi à un autre élément dans ce podcast, Gabriel dit qu'il pensait que l'homme blanc ne marchait pas sur la terre. Voilà, les voyant à son arrivée en Belgique, il était un peu déçu, du coup, aussi. Et vous, comment s'est passée votre rencontre avec l'homme blanc ou l'Occident ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été très choquée de voir plein blanc. Parce qu'on avait déjà rencontré mon père adoptif, parce que mon père adoptif c'était le responsable avec Philomène, Mama Philo, l'orphelinat. Donc il venait de temps en temps nous voir. Donc on n'avait que cette représentation de personnes blanches dans notre entourage là-bas. Et de voir d'un coup tout plein de personnes blanches, c'était très bizarre. Résultat, comme je le disais tout à l'heure, il y avait ce moment où je me disais si je me frotte, je vais devenir blanche. En dessous c'est la couleur blanche. Pendant une semaine, quelque chose comme ça, je me suis frottée avec les pierres pour faire la pédicure. Puis mes frères et sœurs m'ont vite dit en fait non, fais pas ça, ça va te faire mal déjà. Et puis en plus, t'es très bien comme ça. Chance pour moi, j'ai été adoptée avec d'autres personnes et donc du coup j'ai grandi dans une famille adoptive où il y avait des personnes métisses, des personnes asiatiques et des personnes noires. La seule personne blanche, c'était notre père adoptif et son frère et sa famille à lui. Et donc il y avait un côté un peu où le nuancier était déjà là en fait, et donc ça allait. Mais à titre personnel, je n'ai pas grandi en me disant que être une femme noire ou une petite fille noire c'était moche. Même si les autres me le répétaient que c'était moche, mais moi je savais que comme ma mère adoptive était noire et que je la trouvais belle. Moi j'ai grandi à Verviers et suis arrivée donc à Zaventem à 7 mois. Donc je n'ai pas de souvenir de ma famille d'origine. Donc pour moi la blanchité c'était mes parents, c'était la norme. Enfin j'ai un petit frère qui est adopté aussi de Corée du Sud, mais on était en gros les seuls pas blancs de l'école à peu près. Ce qui fait que c'était assez facile dans le sens où les questions revenaient régulièrement, mais au final on était connus pour être les gamins de machin et machine qui ont adopté des petits asiatiques quoi. Donc les questions, on ne les avait pas si souvent que ça, mais j'ai intégré cette norme très rapidement. Et c'est un phénomène qu'on appelle color blindness. Ma mère, ou en tout cas mes parents, mes grands-parents, mes amis, par amour, ont gommé ma différence. Et moi, pour me faire aimer, c'est tout à fait inconscient. J'étais, jusqu'il y a peu, j'y travaille, persuadée que j'étais blanche. Mais vraiment. Mais à un point où c'est les autres, en fait, hors sphère amicale, familiale, qui me rappelaient que, en effet, je ne suis pas blanche. Je vais me promener dans la rue, je peux vous dire, je suis sortie des Guillemins tout à l'heure, il y a une dame qui fait « Ah, mais il fait froid, mais chez vous, vous ne connaissez pas le froid, dans votre pays. » Et donc je me dis « Ah ouais, d'accord. » Ça m'arrive encore au moins une fois par jour, d'avoir un ni hao ou un konnichiwa, et jusqu'il y a peu, je vous assure, je faisais « Ah mais putain, c'est moi !» Parce que je l'ai intégré. Je suis, dans ma tête, blanche. Et ne pas être blanche, c'est en quelque sorte une trahison envers mes parents qui m'ont adoptée. Parce que j'aurais rêvé leur ressembler. Parce que je les aime, parce qu'ils m'aiment tellement. Et donc c'est ça qui est compliqué à travailler, je crois, quand on est adopté. C'est ce côté à qui je ressemble, quel modèle j'ai pour me construire. Est-ce que je peux me trouver belle, alors que les normes dans lesquelles je grandis, j'évolue, sont celles de personnes blanches, et donc ça a évolué chez moi vers du racisme intériorisé. Si bien que, pendant très longtemps, tout ce qui avait un rapport avec l'Asie de près ou de loin, c'est-à-dire manger des sushis, manger avec des baguettes, porter certaines couleurs, certaines matières, c'était hors de question. Hors de question. Aujourd'hui, je fréquente des personnes asiodescendantes, mais c'est un travail de tous les jours, vraiment. Même m'asseoir parfois dans un restaurant ou dans un bus à côté d'une personne asiatique, je vais avoir mon naturel où les gens vont se dire que, alors qu'on s'en fout complètement.
Mais dans ma tête, ça faisait ça. J'avais toujours une petite voix qui se dit « Qu'est-ce que les gens se disent ?» Et j'avais envie de parler très fort, avec un accent verviétois, pour dire « En fait, je viens d'ici, moi. » C'était très important pour moi de dire « En fait, je ne sais pas ce que vous croyez. » Oui, c'est super intéressant, merci. Et on voit que l'entourage joue un fameux rôle, en tout cas dans la construction de comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on se projette pour alimenter cet amour au sein d'une famille adoptive. Ce que j'aime bien aussi dans le podcast de Moula Causé, c'est qu'on souligne le fait que cet entourage, il est multiple. Et cette famille est-elle aussi à dimension variable. Et voilà, je ne sais pas si tu voulais... parler un peu de ça. Oui, il parle de famille de cœur. Et ça m'a fort touché quand j'ai enregistré notre interview, ce passage. Parce que il y a un côté où il ne faut pas qu'on m'entende, puisque c'est lui le personnage principal de l'épisode. Alors il y a des fois, j'étais comme ça. Parce que ça me faisait plaisir aussi d'entendre ça. Et je trouve que dans l'adoption aussi, on évolue avec ce côté où on est tout de suite confronté au fait que biologiquement on n'a rien à voir avec nos parents, mais on les aime. On a ce côté où il faut constamment expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on se ressemble pas. Quand ton parent vient te rechercher à l'école, est-ce que... Et puis après t'es là, oui, non. Il y a des fois aussi tu fais des raccourcis, tu omets aussi. Il y a des fois où t'as pas envie d'expliquer parce que t'es dans une journée où t'as pas envie constamment qu'on te réexplique que t'as rien à voir avec le schéma habituel. Donc du coup tu évites, t'es dans l'évitement. Des fois j'ai de la chance puisque comme ma mère adoptive elle est noire, ça peut faire l'affaire. Alors que je trouve qu'on se ressemble mais tellement pas. Mais quand mon père était encore vivant, c'était compliqué, on sentait le ouais, ok. Moi, c'est aussi comme ça que j'ai politisé, si on veut, ou en tout cas j'ai créé un certain engagement, une certaine lecture et recul sur mon adoption. C'est en me rendant compte à quel point en fait on peut tisser des liens avec des personnes, d'avoir des socles. Par exemple avec Gabriel, sincèrement Gabriel c'est un repère dans ma vie. C'est là aussi que très tôt je me suis dit il faut en fait sortir du cadre et sortir aussi de cette injonction à ces loyautés. Il faut rentrer, comme si tu devais quelque chose, parce qu'il y a, à chaque fois que je dis que j'ai été adoptée, c'est une certaine de reconnaissance éternelle, parce qu'on t'a fait ce cadeau-là, et donc du coup, il faut vraiment que tu sois incroyable. J'ai jamais fait de crise d'adolescence, parce qu'il fallait pas faire de vagues, au cas où si on me renvoie. Résultat, ça a aussi eu ce côté-là où, comme c'est tellement, en termes, comme un disque dur qui peut pas rentrer dans la tête des gens pour certains, avoir cette manière de faire famille, ça a été compliqué, et donc c'est aussi mon côté créatif qui m'a aidé à sortir de tout ça et à créer ces familles alternatives, ces familles de cœur, ces familles de socle, ces familles de confiance aussi, parce que l'adoption, ça nous rend aussi forts à faire ses preuves. Dans beaucoup d'adoptions, il y a des zones d'ombre, de zones grises, voire d'illégalité. On se dit, en fait, à qui je peux faire confiance. Et encore une fois, c'est pas une question d'être déloyal en disant ça, c'est juste un constat, en fait, parce que moi, je vais le dire clairement, c'est qu'on a dû créer une identité pour que je sois adoptée. Puisque comme j'étais en Rwanda et que c'était que des enfants qui pouvaient sortir du pays, qui pouvaient être rwandais, on a créé une ville de naissance au Rwanda. On a du coup créé un nom de famille rwandais. Et donc en fait, mes papiers d'adoption ne sont pas moi. Mais au moins, j'ai pu être adoptée. Quand je dis ça, des fois, on me dit « Ouais, mais t'es pas sympa c'est quand même ils t'ont adopté quoi. » Mais en fait quand je dis ça, ça ne dit rien de mes parents. Parce qu'il y a souvent ce truc de si on questionne l'adoption ou si on l'explique et on sort des mythes et des clichés, ça veut dire que notre adoption est ratée. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Moi je voulais revenir sur le fait d'avoir été adoptée dans les années 80. Aussi c'est pas la même chose que d'être adoptée dans les années 90 ou dans les années 2000, 2010, etc. Aujourd'hui c'est encadré différemment. À l'époque, ce qu'on encourageait les parents adoptants à faire, c'était justement d'éviter un maximum pour que les enfants s'intègrent, qu'ils fréquentent des personnes qui leur ressemblent. C'était de pas trop les mettre en contact avec leur culture d'origine. Donc c'était dans l'idée de bien faire.
Aujourd'hui, j'ai pu assister, pour préparer ce documentaire radio, à des séances d'information pour les parents candidats adoptants. C'est plus comme ça que ça se passe. C'est perfectible, mais c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire que les parents sont informés, que les enfants ne sont pas des coquilles vides, que les enfants ont une histoire et qu'ils vont poser des questions à un moment, que ce soit dans le rejet ou dans l'acceptation totale de leurs origines, ils vont se construire par rapport à ça. Donc autant leur donner l'accès s'ils en ont envie. Et puis le fait d'être ici aujourd'hui avec vous pour pouvoir en parler, c'est aussi la preuve qu'on est aussi à un moment où on peut être fier de nos parcours, que c'est important aussi de se réapproprier nos histoires et de les partager, et que faire partie de cette communauté de personnes adoptées, de personnes d'origines diverses, c'est super important pour s'ouvrir sur le monde, parce qu'on a besoin de savoir aussi d'où on est. Vous parliez aussi du fait qu'il y avait une évolution, comme tu dis, dans la façon de percevoir l'adoption, de comment on l'encadre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, très brièvement, nous faire un petit topo sur ce qu'il en est de ces législations en matière d'adoption du Rwanda ou de la Corée du Sud, et qu'est-ce que ça nous donne à espérer en tout cas? Alors, pour le Rwanda, déjà, pour répéter, c'était un contexte génocide. Et donc, tout ça a créé beaucoup de déplacements de population et du coup aussi de morts. Ça a été une période où, dans le pays, il y a eu beaucoup d'adoptions. Parce que il y avait les ONG qui, vu que dans les camps de réfugiés, il y avait pas, en tout cas, il n'y avait pas de quoi prendre soin de tout le monde au mieux, avait tendance à encourager les adultes à confier les enfants à l'adoption ou à des orphelinats, à mettre, si on veut, dans ce circuit-là. Et donc ça correspondait à l'idée de on sauve les enfants de la misère, de la guerre, comme quand on voit à la télé. Par contre, ça c'était ce contexte-là. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile au Rwanda d'adopter, parce que c'est plus dans la politique du pays. Le pays a compris aussi qu'il y a énormément de ces jeunes et donc du coup de ces forces vives qui ne sont plus dans le pays. Et donc en termes de politique de famille, l'idée c'est de garder les enfants, de vraiment préférer créer des adoptions nationales que avoir un enfant rwandais qui sorte du pays. En Corée du Sud, il est encore possible d'adopter des enfants. Je rappelle quand même qu'en termes de PIB, la Corée du Sud est en 2024 au rang sur la 13e marche. On ne peut pas dire l'argument humanitaire, en tout cas, ne fonctionne plus pour la Corée du Sud. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, quand bien même il n'est plus possible d'adopter des Coréens en Belgique, on peut encore le faire aux États-Unis, je pense au Canada, en France même. Les enfants restent des ressources avec une loi d'offre et de demande. La demande est très importante et donc on peut aujourd'hui se poser la question, quand on change un détail sur un papier administratif pour faire sortir un enfant, est-ce que finalement ce n'est pas d'abord pour satisfaire la demande de parents en Occident qui ont très envie de faire famille? Et on peut se dire, oui, en effet, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Si ma maman était là dans la salle, je pense que je ne tiendrais pas du tout ce discours. C'est très compliqué, hein, la loyauté envers nos parents. Mais la réalité aussi, c'est que j'ai vraiment... je vous encourage à regarder ce documentaire vraiment sur Arte qui décortique vraiment très bien comment ce système fonctionne et perdure. Parce que ça reste enraciné dans un contexte qui est libéral, qui est colonial, et que sans ça, en fait, ce système s'écroulerait. Il y a aussi le fait que comment ça se fait que ce soit si facile d'adopter à l'international et si difficile d'adopter au niveau national. Ça dit aussi en fait de comment en termes de pays, quand c'est un enfant de la même nationalité que c'est un enfant belge, on essaye le plus possible de garder ce lien avec sa famille, et pourquoi les enfants d'ailleurs, eux, si on les déplace, c'est pas si grave. Oui, et ça pose la question du coup,
la priorité pour les politiques des pays du Sud. Où est-ce qu'il met de la priorité? Est-ce que c'est dans le commerce international, on va dire, ou est-ce que c'est sur la protection des familles, de la protection des femmes, et des femmes qui ont des enfants seuls aussi. Voilà, donc ça pose de sécurité sociale, simplement, dans les pays en question, quoi. Voilà, merci en tout cas pour cette discussion.